Voilà, merci beaucoup pour votre introduction. Vous avez parlé de cette éclosion de la Calas. Il y aurait encore un moment important qui est aussi le déclin de la Calas, qui est, on entre là où sa personne se confond un peu avec tous ces personnages, où sa propre vie devient aussi un drame, une tragédie. Mais avant ça, il y a vous avez parlé de son physique, qui était un physique plus robuste, forte, et puis qui s'est transformée. Elle est devenue mince, voire maigre à certains moments. Et en ce moment-là aussi, je pense qu'il y a eu une transformation dans son jeu, où elle est devenue chaque fois plus consistante du point de vue théâtral. Et certains disent peut-être que ça a commencé le déclin de sa voix. Alors, aujourd'hui même, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, lorsque j'entends Calas, j'ai l'impression que c'est une voix qui vient d'un autre monde. Hein? Alors François, je passerai la parole à François, peut-être il aurait quelque chose à nous dire sur ça. Bon, je vais vous poser une question, parce que pouvez-vous nous parler de la voix de la Calas? Parce que c'est ça qui est au centre pour moi de ma rencontre avec la Calas. Qu'incarne cette voix? Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans cette voix? Comment on peut mettre des mots par rapport à cette voix? Alors, je vous situe un peu un marchand de disques de Florence qui s'appelle Alberti, qui est près du marché de San Lorenzo. Et dans ce marchand de disques, il y a des vendeurs, tous fanatiques de la Calas. Ils ont des t-shirts noirs, c'est marqué Alberti. Et puis quand on va et on dit « j'aimerais telle interprétation de la Calas », ensuite ils vous disent tout de suite « oui, mais ça c'est 57, mais il faut voir le 54, il faut voir au théâtre aux colonnes ». Ils cherchent l'unicité d'une interprétation avec des scènes magnifiques auxquelles j'ai assisté, c'est-à-dire qu'ils font arrêter, comme on vient de vivre maintenant, il faut arrêter tous les bruits dans le magasin, et puis ils mettent les interprétations, souvent aussi des interprétations anciennes, avec des disques qui fonctionnent plus, des sons dont on n'a plus l'habitude, et émerge une chose unique, indéfinissable, et là, les vendeurs de chez Alberti ont les larmes qui commencent à couler. Tout le monde est figé dans le magasin, tout le monde s'arrête et tout le monde est en train d'écouter cette voix. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe avec cette voix? Il y a aussi, bien sûr, à la Scala de Milan, les logionistes qui sont terribles, qui sont dans tout en haut, comme ce qu'on appelle les poulaillers, et qui ont longtemps, en tout cas certains, interdit à toute cantatrice de reprendre un des grands rôles de Maria Callas, en les huant, en tapant du pied, en rendant impossible cette interprétation, si bien qu'une cantatrice qui va se lancer à la Scala pour chanter la Traviata, elle a les genoux qui se frottent, qui se tapent, elle tremble, parce qu'elle a ce public de fanatiques qui sont présents. Alors, on fait ça avec Callas. Oui, bien sûr. Mais enfin, là, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce secret de la voix de la Callas? Est-ce que c'est, une vibration particulière? Est-ce que c'est une couleur particulière? Est-ce que c'est une chaleur? Est-ce que c'est un timbre? Quel mot on utilise? Elle est changeante aussi. Elle est reconnaissable, surtout entre toutes. Quand vous avez une interprétation de la Callas, vous savez que c'est la Callas. Et même si vous n'êtes pas, moi je suis, je ne sais pas pourquoi je parle ici, mais je parle parce que j'écoute la Callas depuis très longtemps, mais je n'ai pas comment dire, je ne suis pas musicologue, ni clinicien, psychanalyste, mais cette voix la singularise. Et c'est une voix aussi qui n'a pas été acceptée.
pas été accepté par certains, et c'est une interprétation qui s'impose aussi. On a fait l'expérience parfois de voir des très beaux, par exemple Lucia de la mer mort, l'air de la folie, vu dans un verre, et vous mettez la calasse, vous ne pouvez plus écouter quiconque. Il y a un phénomène... Oui, tous les rôles sont fichus. Alors, voilà, donc ça c'est, j'aimerais bien, première question, après je vais poser ma deuxième question aussi avec la première, c'est que vous nous donniez quelques mots, comme un peintre peut dire, là j'ai mis ceci, j'ai mis cela. Qu'est-ce que c'est cette peinture de la voix de la calasse qui fait qu'on est pareillement touché? La deuxième chose que je voulais dire brièvement, effectivement, c'est ce qu'a pointé Renato, que je remercie de cette invitation. La deuxième chose, c'est cette fameuse phrase « La voix m'a quitté ». Cette phrase, depuis longtemps, m'intrigue. Parce qu'au fond, elle n'a pas dit « j'ai perdu la voix », elle dit « la voix m'a quitté ». C'est un enseignement aussi sur ce que c'est que la voix. Et aussi un enseignement pour la psychanalyse, puisque là on est entre psychanalyse, café philo, musique et tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit avec cette idée que la voix m'a quitté? Je vous fais une petite anecdote, parce que comme je suis obsédé par cette phrase, il m'est arrivé, je me fais un peu snob, mais enfin, pourquoi pas, d'être invité chez les Rothschild, par Nadine de Rothschild. Et puis moi, puis elle m'a dit oui, il y avait la calasse qui était là avec son mari, comment il s'appelait, voilà. Et puis elle, Nadine de Rothschild, je lui ai dit, est-ce que vous avez entendu qu'elle a dit ça? Elle a dit, oh non, mais c'est pas la voix qui l'a quitté, c'est ses maris qui l'ont quitté. Enfin, c'est elle qui a quitté ses maris. Voilà. Donc, mais voilà, je fais cette petite parenthèse parce que ça m'avait frappé. Donc la voix apparaît en psychanalyse. On considère la voix comme un objet de la pulsion invocante. Lacan rajoute aux pulsions classiques, pulsions orales et les autres pulsions, les pulsions du regard et de la voix. Et la calasse me fascine parce qu'effectivement j'ai appris qu'elle était tellement myope, qu'elle était comme dans un aquarium, comme dans un bocal, et qu'au fond elle n'avait pas le regard, mais par contre qu'elle avait la voix. Et que la pulsion invocante, dit Lacan, fait le tour de la voix perdue. C'est-à-dire que c'est un objet perdu, un objet soustrait, un objet inatteignable, que certains atteignent, peut-être, comme dans le chant lyrique. Et c'est ça qui est visé. Par exemple, l'écrivain Pascal Quignard le dit mieux que moi. Quignard dit « Les hommes composent avec la voix perdue ». Donc au centre du chant lyrique ou de l'effet du chant lyrique, il y a peut-être cette voix perdue. Et chez la calasse, ça durait, bon vous nous le direz, mais 10 ans, enfin ça durait un certain temps. Et ensuite, elle a considéré que la voix l'a quittée. Donc c'est le mystère de cette voix, de l'incarnation de cette voix. Donc, en plus, quand on voit les entretiens qui sont maintenant nombreux sur YouTube, comme vous l'avez dit, elle n'est jamais contente de cette voix. Et elle parle même de manière très particulière. Elle dit « L'instrument ne me donnait plus la satisfaction que je cherchais. » Cet instrument qu'elle a en elle. Et qu'elle a pu dire après que la voix l'a quitté. Alors, qu'est-ce qui l'a quitté? La voix, la chose, quelque chose de mystérieux. Et quand il y a cet extraordinaire entretien que Renato m'a passé avec Visconti à la télévision française, elle parle d'elle comme « j'aurais été cette cantatrice ». C'est-à-dire qu'elle utilise presque une composition, c'est pas le passé, c'est une sorte de la cantatrice que j'aurais été. C'est-à-dire que pour elle, c'est presque une irréalité. Elle ne sait pas si elle a été un moment cette cantatrice qu'elle a été et qui nous fascine et qui nous fixe et qui fait pleurer les marchands de chez Alberti. Alors si on regarde, je termine avec ça, qu'est-ce que c'est que la musique?
Pascal Dussapin, que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion de rencontrer, avoir plusieurs entretiens avec lui, que je verrai d'ailleurs de nouveau dimanche prochain dans un entretien à Paris. Il dit, bien sûr, comme musicien, la musique a tout à voir avec le temps. Ayant tout à voir avec le temps, il dit, elle a tout à voir avec le deuil. Je suis content de ne pas être musicien. Je m'appelle Ansermel, mais bon, voilà, parce que c'est effectivement une épreuve. C'est-à-dire que Barthes disait la musique, c'est le deuil incessant de l'instant. Donc il y a quelque chose qui se passe dans l'instant. Mais dans l'instant où on l'atteint, ça échappe. On le perd. Et au fond, Dussapin a été nommé prof au Collège de France dans la chaire de création artistique. Il a écrit, vous trouvez ça sur édité. Il dit, en somme, c'est toujours déjà fini. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et peut-être c'est ça qui rend addict. Hein? C'est-à-dire que c'est presque comme dans une addiction, c'est là, mais c'est déjà plus là quand c'est là. D'où la menace, toujours, que ça soit fini, que ça soit déjà fini. Pour Dussapin, juste avant la musique, il y a le silence. Juste après la musique, ce n'est plus qu'un souvenir. Le souvenir du silence d'avant. Quand s'est passée la musique, on n'arrive pas à le saisir, à le savoir. C'est ce qui fait que la musique, le chant lyrique, est avant tout, c'est ce que révèlent aussi ces biographies, un art vivant. Un art vivant parce que ça meurt. Un art vivant parce que ça se perd. Un art vivant parce que ça cesse. Un art vivant parce que ça se joue dans l'instant. Un art vivant parce que c'est là et après ça n'est plus. Donc, l'art de ce qui ne se passe que dans l'instant où ça se passe. Et qu'on essaye d'ailleurs de rattraper dans des enregistrements. Voilà, donc ce qui se passe dans l'instant est un instant qui est toujours déjà fini, mais qu'on essaye de retrouver. Donc, deux questions. Dites quelques mots. Qu'est-ce qui nous prend dans cette voie? Vous, peut-être aussi, puisque vous avez dit que vous avez passé tout l'été à écouter les mêmes interprétations. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est cette notion de deuil, d'instant, de voix qui peut quitter l'interprète de chant? Pour moi, une chose unique chez la Callas, c'est qu'elle ose chanter laid quand il le faut. Quelquefois, elle nous fait des sons qui sont tellement expressifs, mais tout le contraire de ce qu'on attend d'un chanteur lyrique, c'est-à-dire un chant plein d'harmoniques, beau, et viscéralement, elle peut chanter laid. Ça, c'est la chose qui, moi, me touche le plus. C'est-à-dire laid, ça veut dire vrai, ce qu'elle sent. N'oubliez pas que chanter, pour pouvoir chanter, il faut d'abord entendre. Vous pouvez seulement émettre un son quand vous l'entendez déjà. D'ailleurs, Callas le dit elle-même, quand vous voulez donner une phrase au public, il vous faut déjà la ressentir, la voir, la montrer sur le physique et chanter après. Comme ça, vous le recevez deux fois. Hein, ça, c'est très... Voilà. Avec un décalage. Oui, mais aussi les grands hommes de théâtre. Nous, quand nous faisons des mises en scène à l'opéra, nous devons toujours, avant de faire un geste qui soit physique ou musical, nous devons avoir l'impulsion de le faire. Donc nous la pensons à l'avance. Ça, c'est impératif. C'est extraordinaire que vous disiez ça, parce que c'est exactement, peut-être là, je vais pas me casser les pieds, mais casser les oreilles, mais c'est exactement l'expérience de Libet qui a beaucoup troublé les neuroscientifiques, c'est-à-dire le fait qu'on a déjà le trajet de la chose avant le geste. Donc c'est la même chose pour la voix. Certainement. Mais je pense que quand Callas était petite, c'est pour ça que moi je m'imagine l'histoire des Canaries très importante. Vous avez un entourage autour de vous sonore. Il vous hante, il vous peuple. Et bien après, vous donnez ce que vous avez autour de vous. À travers un travail acharné vocal, de faire des gammes, des piquettati et ci et ça. Mais c'est
que ce que vous avez de l'extérieur et ce que vous avez en vous-même, vous le mettez dans la voix. Et ce que vous êtes, vous, ça remplit une voix, ce qui rend la voix complètement unique. Et c'est une voix complètement unique parce que la personnalité, cette âme de cette femme est absolument unique. Pour moi, c'est presque, elle est la Traviata, elle est la Carmen, elle est la Norma, oui, mon Dieu, Médéa, etc., etc. Elle est chaque fois ça. Et puis, comme elle est en plus très douée pour les langues, elle colorie les choses avec cette âme qui rentre dans les sons. Pour moi, c'est ça la Callas. Beaucoup plus que d'autres. Mais je peux encore vous lire quelque chose que son professeur lui disait à propos de la technique de chant, parce que c'est très important chez Callas. Donc c'est l'extrait d'une lettre que Elvira de Hidalgo lui a écrite en 1949. Donc elle venait de faire, comme nous avons entendu, la Brunhilde et les Puritani. Donc cette espèce de cantatrice absolue, de capacité absolue. Elle dit, comme tu vois, j'avais bien raison quand je te disais de n'écouter personne. Parce que un jour, tu pourrais chanter n'importe quel opéra. Alors que les autres disaient que tu étais un soprano dramatique à 16 ans. Je te faisais chanter la Cenerentola, c'est un rôle de mezzo-soprano coloratura, et je te faisais chanter des gammes comme un soprano léger. Voilà pourquoi tu peux chanter Brunhilde et Puritani. Je suis vraiment fière de toi. Les amis ont été naturellement heureux de tes triomphes, et les ennemis en ont eu une jaunisse. Moi, je pense que c'est ça la base de Callas, c'est qu'elle a vraiment tout appris. Tout. Et quand vous dites pas beau, parce que ça c'est très fort comme interprétation, c'est-à-dire qu'elle est elle-même un peu décalée par rapport à une sorte de perfection. C'est peut-être ça qu'on entend, c'est ce décalage, c'est-à-dire qui est presque le sujet, c'est le style, quoi. C'est sa singularité qui est présente. Si vous avez à dire davanti da Roma, tout le monde tremble, c'est pas forcément beau. Donc on va pas le dire. Elle le dit comme elle le sent, et ça sort comme ça. Je n'ai aucune réflexion, c'est paf. Et alors, la voix m'a quitté. C'est l'âme qui l'a quitté. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je pense que, comme elle dit, il faut mettre la voix en 1000 morceaux pour travailler. Elle a fait que travailler. Elle vivait presque comme dans un couvent. De toute façon, si vous voulez vraiment faire ce métier, si vous voulez faire ce métier très sérieusement, vous n'avez pas de vie privée. C'est pas possible. On fait que chanter, se préparer. Et je pense qu'à un moment donné, elle a commencé sa vie de femme. Et là, elle a moins travaillé. La voix la lâche. Moi, je pense que c'est ça. Nadine a raison. Oui, bon, j'aurais aussi une question sur la question justement du charisme. Comment se construit, comment s'est construit le charisme de Callas? Je pense que c'est une question impossible à cerner complètement. Vous avez déjà répondu partiellement dans la mesure où vous avez parlé de sa discipline, de son travail musical, de ce travail sur la voix. Donc, il y a déjà les caractéristiques qui sont propres de sa voix. Et en plus, il y a un travail énorme qui se joue là-dessus. Et puis, l'autre chose, c'est l'importance de sa présence. Vous avez parlé aussi de comment elle incarne le personnage, comment elle devient le personnage. Ça veut dire, c'est impressionnant d'ailleurs lorsqu'on voit certaines photos ici. Par exemple, cette photo ici, c'est justement lorsqu'elle joue des personnages méchants. Je ne sais pas si on va pouvoir vous montrer. C'est impressionnant de loin, parce que ce sont des photos anciennes, tout ça. Quelqu'un me demandait, est-ce qu'elle était belle? Des photos que j'ai vues, ou des films que j'ai vus, c'est très difficile à dire. À certains moments, elle est magnifique selon le point de vue, elle a ce sourire qui est très beau, et d'autres moments, elle est très laide physiquement.
n'est-ce pas? Donc c'est lié aussi au personnage qu'elle incarne. Et ma question aussi, c'est quelle a été l'importance justement de la rencontre avec Visconti? Il y a un enregistrement où on pourra passer un moment de cet entretien avec Visconti, mais dans son jeu, dans ses rôles, dans son œuvre. Pour moi, Visconti, il a façonné l'actrice. Moi, je pense qu'elle était un peu amoureuse de Visconti. Visconti lui a offert pendant des années des corbeilles et des corbeilles et des corbeilles de fleurs. Il allait à toutes les représentations qu'elle faisait pendant des années. Il a rêvé de travailler avec elle. Amoureux dans la mesure où il pouvait. Il était amoureux de son art, Et je pense que quand même si on est Maria Callas, on est la cantatrice du siècle, on doit être quand même sensible à quelqu'un qui nous envoie, pareil, je veux dire, chaque jour une corbeille de fleurs. Pendant des années, c'est extraordinaire. Et à un moment donné, lui rêvait vraiment de la mettre en scène. Et je pense que Callas lui doit vraiment l'aboutissement de son jeu. Elle devait, comment je peux dire, se mettre presque comme une esclave à son service. Visconti pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il disait, tu mets la main comme ça, tu la mets comme ça. Je t'apprends. Dans la Traviata, il prenait l'exemple de la 12. Il faut mettre les mains comme ça. Il l'a façonné comme... se laissait faire comme une esclave. Moi, on m'a dit, ça c'est un ami italien qui m'a dit qu'ils travaillaient tellement, ces deux, Visconti et la Callas, sur la fameuse Traviata, que, évidemment, l'orchestre et le chœur étaient depuis longtemps partis, les techniciens étaient partis, ils sont restés avec une toute petite lampe sur la scène, ils travaillaient les deux, enfermé dans la Scala pendant des heures et des heures et des jours et des jours et des jours. Aussi dans Toujours. il était terriblement exigeant et ils allaient très bien ensemble. Oui, j'ai eu l'occasion d'avoir un entretien que vous trouvez d'ailleurs sur le site de Agalma, Fondation Agalma, avec Stéphane Lissner, directeur de la Scala. Et Lissner, lui, a une thèse que je trouve très forte sur la mise en scène, parce qu'il dit, bon, ben, au début, il n'y avait même pas de chef d'orchestre. Après, il y a eu le chef d'orchestre, qui est très important pour que la musique se déploie. Et lui dit, le metteur en scène a un rôle aussi important que le chef d'orchestre. C'est-à-dire, le metteur en scène inscrit, c'est ces termes qu'il utilise, inscrit le trajet de la voix. Et qu'au fond, dans la mise en scène, la voix peut trouver son cheminement.